Bon, salut Stéphane. Merci pour ce petit entretien de fin d'année sur Cyclisme Actu. Déjà, comment ça va? Bien, bien. Une saison qui se termine, qui est passée très très vite. Donc voilà, on est déjà sur 2025 depuis déjà un petit moment. Voilà, il y a quelques surprises de cette fin d'année, mais tout va bien. Ouais, justement, ça a fait l'actualité de ces dernières semaines avec l'histoire Maxime Van Gils. Un peu le couteau sous la gorge, c'est digéré, c'est comment on l'a vécu du coup finalement. Il y avait pas grand-chose à faire. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que la loi belge est très permissive, d'un point de vue juridique, on pouvait évidemment de faire une action. Maintenant, c'est pas non plus nos valeurs de bloquer un coureur 7-8 mois, un coureur qui nous a donné quand même beaucoup. Il est depuis 7 ans dans l'équipe, et c'était son choix, même si c'est tardif. Je suis pas favorable à ce genre de phénomène, mais il va falloir, je pense, s'y habituer face à des équipes qui, entre guillemets, n'ont pas ce respect des contrats et que les moyens financiers leur permet de faire ce genre d'action. Ouais, c'est compliqué. Euh, on avait, on avait une vision et écrit une vision pour les 3 prochaines années avec Maxime, avec Lennart Van Etvelt, avec Arnaud Delis et d'autres. Ça nous a obligés de faire des choix aussi par rapport à des coureurs qui ne sont pas restés. Euh, Ce qui est dommageable, c'est que ça arrive au mois de novembre et que derrière cela, c'est quand même compliqué de garantir à nos sponsors euh, bah, un projet évident, un projet signé. Voilà, ça remet en question pas mal de choses. Vous avez été surpris par ce qui s'est passé ou vous êtes tombé des nues? Bah, disons que m'a contacté après le tour en me disant qu'il avait changé de manager dans la personne d'Alex Carrera. J'avoue que je l'ai senti venir de loin. Et en plus, vous n'êtes pas verni parce que en 2025, vous allez avoir le cas Vidar aussi. C'est autre chose. C'est autre chose, évidemment, oui. Le cas se présente aujourd'hui. On y travaille, mais c'est vrai que on va dire qu'on va pas se laisser faire à chaque fois et que là, on va probablement montrer les dents. On en parlait il y a quelques temps, avec d'autres, avec vous, avec Marc Madiot. Le cyclisme est en train de devenir comme le foot, en fait, en gros, quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des lois qui nous contraignent à cela. Il y a une loi effectivement qui est permissive en Belgique, mais il y a une loi européenne aussi bah, qui fonctionne dans le football. Il n'y a pas de raison que ça ne s'étende pas au cyclisme. Il y a tellement de différences entre les budgets des plus grosses équipes et les autres, le reste du monde. C'est vrai qu'on ne fait pas face. La question qu'on se pose, Stéphane, c'est au-delà des lois, il y a ces fameux agents qui prennent poids. Les valeurs, c'est plus forcément l'humain, mais c'est l'argent. Comment garder un coureur qui ne veut plus rester? Il y a plein de choses qui s'imbriquent, du coup. Oui, forcément, les agents, c'est une donne qui est apparue dans les 10 dernières années d'une manière massive, hein. Peu de coureurs aujourd'hui sont sans intermédiaire. Donc maintenant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Il y a des gens qui font très bien leur travail, d'autres qui effectivement ont un peu moins de valeur et de respect pour les contrats, même si derrière cela, ils mettent en avant la volonté du coureur. C'est, le problème se résout souvent autour d'une question d'argent. L'argent, c'est vraiment le sujet du moment dans le cyclisme. Emmanuel Hubert en parlait tout à l'heure, l'autre jour, il y a quelque temps, sur l'avenir du cyclisme français. On en parlait avec le président de la Ligue nationale de cyclisme. Vous, entre guillemets, si je peux me permettre, le plus français des Belges, c'est le cyclisme dans l'évolution dans laquelle il est en train de prendre est en danger. Euh, ben, je crois qu'il va falloir légiférer très rapidement au niveau de l'UCI.
pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a 4 ou 5 équipes qui regroupent les tout meilleurs coureurs du monde, euh, on va perdre forcément en intérêt de regarder les courses. Le sport cycliste est un combat. C'est toujours très compliqué de ne voir que les mêmes maillots aux avant-postes. Donc, et forcément, c'est l'argent qui fait la différence. Donc, nous, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Ça fait 2 années qu'on termine dans le top 10. On est neuvième cette année encore. Maintenant, avec un budget qui est plus proche de 15 millions que de 20, ça nous amène forcément à réfléchir à tous les détails, tous les points de vue. Maintenant, c'est vrai qu'on s'attaque à notre cœur, c'est-à-dire que le développement, c'est l'axe de l'équipe, révéler des talents, les amener au plus haut niveau. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, des formations qui n'hésitent pas à attaquer tout de suite nos jeunes prodiges. L'UCI est en train de réfléchir à la mise en place d'un salary cap. Ça serait la solution peut-être? Je ne sais pas si c'est vraiment la solution. On en a déjà discuté avec Julien Chauvelon, de l'UCI, même avec la JCP. Le souci, c'est il y aura toujours, bien sûr, il ne faut pas voir tout noir, mais il y aura toujours un moyen détourné pour ne pas respecter ce salary cap, soit par de l'argent qui est directement distribué aux coureurs via des sponsors. Euh, je ne pense pas que le salary cap, dans ce cas-là, soit contrôlable. Euh, mais j'ai pas la solution tout de suite. Budget cap, c'en est une. Voilà, il y a quelques propositions sur la table. Mais encore une fois, il faut voir un peu ce qui est faisable et comment ça peut être détourné par certains, parce que j'ai peur que ce soit très beau sur le papier, mais que dans la réalité et dans les faits, ce soit différent. Ouais, pour rester sur ce plan finance, comme j'en parlais à Julien Jordi il y a quelques jours, c'est à l'image de la société en fait. De moins en moins de classe moyenne dans les équipes cyclistes. C'est soit vous avez plein d'argent et vous êtes riche, soit vous êtes pauvre, voire vous galérez en fait, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Après, je ne m'estime pas pauvre avec un tel budget qui reste conséquent. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie de l'évolution du cyclisme, j'ai envie de dire tant mieux. Le souci, c'est que c'est pas, je dirais, une situation qui est globale. Ça se limite encore une fois à une minorité dans le groupe World Tour. Donc, c'est évident que aujourd'hui on est pauvre, demain on sera très riche. Il faut juste garder le cap des valeurs et du respect. Certains ont changé forcément leur fusil d'épaule à partir du moment où ils ont des budgets qui ressemblent à des puits sans fond. Donc, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas cohérent et forcément, le cyclisme, encore une fois, va perdre beaucoup de son intérêt. Bon, on parle de vous, de l'Autodestiny. La saison 2025 s'annonce. Comment on la ressent? Comment on la voit? Vous êtes content de votre équipe quand même, finalement, même si vous avez perdu, certes, comme Maxime Van Gils, un coureur sur lequel vous comptiez. Oui, bah c'est une déception de perdre Maxime. Ça a été un coureur, franchement, quand on a re-signé en février avec Maxime, j'avais, j'avais pas du tout l'idée qu'il puisse scorer à ce point. Je pense qu'au fait d'avoir une lecture aussi de ces 3 prochaines années l'a mis dans un état mental relativement serein et donc ça a été une grosse saison pour lui. Mais encore une fois, on a 11 coureurs différents qui ont gagné. Il y a des belles promesses qui arrivent avec Alex Segard, qui, je rappelle, est toujours à l'école. Donc, on s'adapte un petit peu à cette contrainte qui sera certainement une chance pour lui dans le futur. Mais voilà, on repense nos plans, mais encore une fois, faire de cette contrainte une opportunité pour briller de cette façon-là. Et puis, c'est un challenge on sait on peut ou probablement on peut souffrir un peu plus que ces 2 dernières années, mais je refuse de rentrer dans ce schéma de pensée. Et l'important pour nous, c'est vraiment
de maintenir cette place. Ce serait vraiment, vraiment formidable que malgré ces désagréments de fin d'année, on puisse arriver à maintenir notre position. Donc, vous avez revu vos plans. Stéphane, c'est quoi les plans de la Lotos Destiny de Stéphane Hulot pour 2025? Bah, le plan, c'est d'adapter le programme. On a encore ce luxe-là en étant une pro team. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter le programme à notre effectif. On ne sera entre guillemets que 25 l'année prochaine. On était 28 cette année. Euh, Avec encore une fois, on a quatre jeunes pousses qui nous arrivent de l'équipe de développement. Donc forcément, oui, le calendrier est un petit peu réduit et adapté à nos capacités. On va de nouveau skipper le Giro, même si j'avais cette volonté en début d'année de pouvoir, entre guillemets, amorcer le retour au World Tour en essayant d'enchaîner ces trois grands tours. Finalement, ce serait une mauvaise idée à l'instant où on se parle. Donc, on a pris cette décision-là. J'ai une information, vous avez pas encore vous n'aviez pas encore communiqué là-dessus, si? Non, 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 on n'a pas encore communiqué. C'est une exclusivité, voilà. Donc, Tour de France et Volta pour parler des grands tours. Oui. On avait vu des belles prestations d'Arnaud Delis quand même sur le Tour de France 2024. Donc 2025, on se dit quoi, même s'il n'y a pas forcément un terrain très propice aux sprinteurs? Bah, Arnaud n'est pas un pur sprinter, donc j'ai envie de dire que plus c'est cabossé, mieux c'est. Dans une arrivée, encore une fois, je parle pas de montagne bien sûr, mais une arrivée où les choses ont été faites de manière à ce que ça éclate un peu le peloton. Donc je pense qu'Arnaud fait partie justement de ces coureurs qui sont capables de surmonter ces difficultés-là. Oui, donc forcément, chasseur d'étape. On a Lennart van Velde que l'on espère épargner en 2025 de toutes les blessures qu'il a eues, parce que malgré ça, il a quand même gagné deux courses à étapes cette année, l'UAE et en Chine, qui sont quand même des courses World Tour. Donc il fera ses débuts dans le Tour de France. Euh, pour viser le classement général, je ne sais pas. Je pense qu'il sera déjà là pour découvrir et forcément, des étapes bien ciblées, il aura son mot à dire. Là, forcément, quand on est une équipe belge, on parle classique. C'est quoi l'idée pour les classiques? C'est toujours le souhait et l'objectif d'en décrocher une ou une semi-classique. On a, je pense, un potentiel pour cela. Et on n'est pas passé très loin l'an passé sur le Newsblad. On avait fait de belles choses avec Florian Vermeersch, mais c'est vrai qu'il nous quitte aussi. Donc, c'était un petit peu le serpent à deux têtes avec Arnaud sur les classiques. Là, on va se retrouver un peu orphelin de, de, de Florian, même s'il nous a pas du tout servi cette année, puisqu'il s'était brisé le fémur à sa première course en Espagne au mois de février. Donc, mais je vois derrière, je vois des Cédric Belens, je vois des Jeno Berkmus, je vois des Brent Van Boer qui sont aussi des coureurs qui aiment les classiques, ou Alex Segart, euh, qui va aussi passer un cran là-dessus. Donc, non, non, on sera présent. On sera présent, et je pense de belle façon. C'est quoi le sentiment, Stéphane Descou? Vous vous dites que votre équipe pour la saison 2025 et avec les départs qu'il y a eu au sein de vos effectifs, elle est plus forte, pareille, moins forte? C'est quoi votre sentiment? Bah, en fait, mon sentiment, c'est le même que comme je disais tout à l'heure, quand on a fait signer euh, Maxime Van Gils au mois de mars, on n'avait pas ce sentiment d'évolution à ce point. Donc je crois il y a forcément une part d'inconnu. On a vu un Yano Merkmus se révéler aussi complètement cette année, donc je pense que lui aussi a pris confiance. C'est un esprit, il a un esprit de leader aussi sur les courses qui lui conviennent. Il adore les classiques. Euh, donc il y aura des révélations forcément, et en tout cas l'esprit est le même, c'est-à-dire que on essaye de jouer au vélo, de se faire plaisir, préserver l'aspect humain. Le projet, de toute manière, est complètement tourné vers l'humain.
Et encore une fois, voilà, c'est un pour tous et tous pour un. Et avec, avec, je dirais, tout le travail qui est en back-office concernant les aspects de performance et la lecture qu'on peut avoir des objectifs qu'on a et mettre tout ce qu'on a en moyen pour qu'ils abordent, je dirais, ces objectifs-là dans les meilleures dispositions. L'humain, ces valeurs-là dont vous venez de parler, pardon, on a l'impression que le cyclisme s'en détache quelque peu, non? Ou c'est juste une impression? Euh, J'ai, j'ai... Ouais, après, moi, j'ai toujours conçu le vélo de cette façon-là, dans le sens où on n'est pas, oui, il y a une partie de mécanique, mais un coureur, le même coureur, dans un environnement favorable, d'un point de vue mental, performera bien évidemment beaucoup plus que le même coureur qui se retrouve dans une équipe où il ne se sent pas forcément considéré, apprécié, et en tout cas tout bonnement pas bien dans sa tête. Le même coureur va performer à 75-80%, alors qu'on va peut-être obtenir 110% dans un univers où il est bien. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Le cyclisme évolue et des visages s'arrêtent, comme un certain Patrick Lefebvre, des hommes s'arrêtent, pardon, comme Patrick Lefebvre, d'autres arrivent, comme, enfin, qui étaient là depuis un an, comme Dominique Sériès. Vous qui êtes longtemps dans le milieu du vélo, on connaît, si je peux me permettre, votre tête depuis un petit moment. C'est, vous vous dites quoi? Une page se tourne, une autre s'ouvre, c'est moins bien, c'est mieux, c'est triste de voir partir Patrick Lefebvre. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit tout ça? Parce que ça fait bizarre quand même de plus voir Patrick Lefebvre, PDG de Soudal Quickstep. Ouais, même si j'ai la conviction qu'il va pas disparaître totalement, puisqu'il reste toujours dans le conseil de surveillance de l'équipe et il sera toujours à même de donner des conseils. Mais j'ai envie de dire que c'est la vie pour tout à chacun. C'est vrai que ça va. Bah, Patrick en Belgique, en tout cas, c'est un monument, et je pense dans le cyclisme en général. Son, son palmarès est phénoménal. Son palmarès à travers les coureurs qu'il a eus. Mais ça, on peut pas, entre guillemets, réaliser ce qu'il a fait sans grande qualité de management. Donc, j'ai envie de dire que ça peut, sur certains points, être un exemple, en tout cas, pour beaucoup. Vous entamez votre combienième année à la tête de l'équipe, je sais plus. Ça va être j'entame ma troisième année. Alors, depuis la troisième année, est-ce qu'on arrive à ce qu'on veut petit à petit? Parce que ça fut compliqué au début. Est-ce que c'est mieux maintenant? Vous arrivez à mettre le train sur les rails, comme on dit? Oui, je pense que je suis pas tout seul hein, dans cette, entre guillemets, success story, parce que on a les résultats qu'on a en étant à 130%, 150% de ce qu'on peut faire. Donc, encore une fois, par rapport aux moyens qui sont limités, encore une fois, par rapport aux autres. Donc, on y arrive. Après, le métier de manager, je ne connais pas un manager qui va vous dire que c'est un métier simple. Euh, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai qu'un problème par jour, c'est une petite journée. Donc, mais voilà, on apprend à vivre avec cela. On est toujours dans la quête de solutions. Euh, et bon, ça fonctionne. D'être d'une équipe belge, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On Non, a c'est une pas presse, évident. bah, on a une presse flamande qui est assez agressive. On s'en prend plein le nez, des fois sans raison. J'ai un peu de mal à comprendre cela. Disons qu'ils n'hésitent pas, ils ont une forme d'éthique, une déontologie journalistique qui leur correspond dans le sens où ils n'hésitent pas à raconter des choses qui viennent d'un kidam ou d'une voilà sans que ce soit vérifié. C'est particulier dans le même pays, on a le côté francophone qui fonctionne, j'irais un peu plus à la française de ce côté-là. Voilà, c'est pas toujours simple de prendre ces critiques sur le dos. Euh, voilà, parce Vous touche? qu'on a tous une Ça vous forme touche de personnellement, toutes ces critiques qui sont parfois infondées, comme vous le dites? de moins en moins dans le sens où je sais d'où ça vient et que, bon, franchement, ce serait donner parfois trop d'importance à ce qu'il n'en a pas. Mais bon, c'était avant moi,
J'ai revu John Lelang au séminaire de l'UCI il y a quelques temps. Je lui en ai pas touché deux mots. Et lui, c'était exactement la même chose. Donc, et ça a été la même chose avant lui. Donc voilà, on va dire que c'est un axe. On a beaucoup moins de choses comme ça sur Patrick Lefebvre, par exemple, ou sur Jean-François Bourlard ou les frères Autoft. C'est pourquoi l'auto? Ça, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, on fait notre travail et on s'y emploie pour que tout marche bien. C'est ça l'axe hein, le plus important pour moi. Allez, pour conclure, Stéphane, qu'est-ce qui ferait que le manager général de l'Auto Destiny soit un homme comblé avant que la saison Bah, 2023? je- Déjà qu'on puisse conclure les, je dirais tous les contacts, les bons contacts qu'on a pour trouver le deuxième nom pour l'équipe. Ça, En bonne c'est voie? la partie. Je pense, on connaît tous que la situation économique n'est pas simple, mais on sait qu'on va commencer l'année avec l'auto seul. Mais c'est vrai que c'est un objectif très très important, ne serait-ce que pour aborder l'année 2026 et sous toute vraisemblance un retour dans le World Tour. Et pour garnir un petit peu notre effectif, il est important qu'on ait, je dirais, des armes pour parler le plus tôt possible et certainement avant le Tour de France. Donc ça, c'est ça l'urgence. Après, sur le plan sportif, j'ai envie de dire que chacun passe un cap, qu'on continue avec cette implication et cet engagement. Je leur parle toujours d'engagement, qui pour moi est un mot extrêmement important euh, par rapport à voilà, la conviction qu'on a à faire un travail et d'appartenir à une équipe. Il faut avoir cette fierté, cette reconnaissance du sponsor ou des sponsors. Donc, on doit aimer ce maillot, on doit aimer cette équipe. Et, et à partir de là, c'est vrai que les choses se passent beaucoup mieux. Donc voilà. Mais sur le plan sportif, on a gagné 25 courses, je crois, cette année. J'ai pas envie de fixer un barème. On est toujours au-delà des 20, donc partons sur cette idée-là. On a gagné 9 courses dans le World Tour cette année. L'année passée, c'était deux, pardon. Donc voilà, ça continue à progresser comme ça. Qu'on n'oublie pas de se remettre en question en permanence parce que le cyclisme aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement perpétuel et j'ai envie de dire que lorsque nous arrêtons ou pensons que nous y sommes, c'est tout simplement le début de la régression. Donc voilà, c'est l'esprit qui nous anime. Le vélo n'est pas une science exacte. Il va falloir faire preuve de résilience par moment, comme on a toujours su faire. Donc, on va appliquer les mêmes consignes et, et le vélo reste le vélo. Donc, avec son lot de surprises, bonnes ou moins bonnes. Donc, voilà. Mais faut garder cet esprit de conquérant et tout va bien se passer. Faire un très bon début de saison sportive en parlant, et on aura le deuxième sponsor de la Loto avant le Tour de France 2025. C'est ça l'idée, hein? Tout à fait. Tout à fait. Merci. C'est le vœu. C'est le vœu. Et on y travaille durement. Merci Stéphane pour cet entretien et Merci. et à très vite sur les routes. Très bien. Merci.